Mais dans la Venise du XVIe siècle, c'est un tout autre quartier, situé lui en plein cœur de la ville, qui fait fantasmer l'Europe entière. Pour le découvrir, il faut s'enfoncer dans les ruelles et les étroits canaux des quartiers populaires. À la Renaissance, Venise est alors un port florissant. Elle attire des marins et des marchands du monde entier qui se retrouvent autour du Rialto, le cœur économique de la ville. À quelques mètres de ce pont mythique, dans les venelles du quartier Carampane, c'est un tout autre commerce qui se déroule au grand jour. Un commerce charnel, car à l'époque, Venise est la capitale de la prostitution. On y dénombre plus de 11 000 filles de joie. Une activité encadrée et même encouragée par les autorités de la ville. À Venise, dès la fin du Moyen-Âge, on décide de créer une zone spécialement dédiée à la prostitution. On concentre toutes les prostituées dans ce quartier qu'on appelle le Castelletto, le petit château. Elles ont par-dessus tout l'interdiction d'exercer leur métier en dehors de cette zone. Ce quartier rouge de la Venise médiévale est administré et taxé par les autorités qui édictent des règles très strictes. En retour, les prostituées obtiennent le droit de racoler en public. Derrière moi, vous voyez le Ponte delle Tette, le pont des seins. Celui-ci tient son nom de l'habitude qu'avaient les prostituées de montrer leurs seins. Si la Sérénissime laisse faire de telles pratiques, c'est que le business de la prostitution est très lucratif. Mais surtout, les filles de joie vont devenir un redoutable instrument de surveillance au service de la République. Une de ces femmes va en faire l'amère expérience. C'est la courtisane la plus célèbre et aussi la plus intrigante de Venise, Veronica Franco. Veronica Franco vient d'une famille typiquement vénitienne de l'époque, une famille de la moyenne bourgeoisie. C'est une famille qui va avoir des dettes et finalement ce sont les femmes qui vont sauver cette famille en se prostituant. Veronica Franco est initiée aux arts de la séduction par sa mère Paola, elle-même courtisane. La jeune femme est ambitieuse. Elle va gravir les échelons de la prostitution pour devenir ce que les Vénitiens appellent une courtisane honnête. Il y avait les prostituées classiques. Et puis il y avait ces femmes honnêtes, ou mieux encore, les courtisanes. La courtisane est une figure qui a la possibilité de se lier au monde culturel et qui peut donc s'émanciper. Pour s'émanciper, Veronica doit trouver un protecteur. Grâce à sa beauté ravageuse, mais aussi à ses talents littéraires, elle parvient à pénétrer un cercle très fermé. Celui d'une influente famille de l'aristocratie vénitienne, les Vénières. Pour Veronica Franco, entrer dans ce salon de Domenico Venière, c'est la voie royale vers son ascension. Veronica ne va pas s'arrêter là. Si son nom et ses charmes commencent à être connus, il lui faut désormais une adresse prestigieuse pour recevoir ses illustres amants et se rapprocher du pouvoir. Elle va donc s'installer dans un quartier bien spécifique. Santa Maria Formosa est une place qui joue un rôle politique important, car elle se situe pas très loin de Saint-Marc, donc au plus près du centre du pouvoir à Venise. Nous savons que Veronica Franco vivait dans cette paroisse, autour de cette place. À notre droite, voici le palais Venière, où habitait Domenico Venière. Dans ce nouveau quartier, Veronica croise la route d'hommes riches et puissants. Aristocrates, ambassadeurs, cardinaux, tous se bousculent pour passer une nuit avec cette envoûtante courtisane. Dans l'intimité de l'alcôve, les langues se délient. Et la jeune femme devient peu à peu la confidente de tout le gratin vénitien. Une confidente qui va se révéler très utile pour la Sérénissime.
Il faut savoir aussi que dans la réalité très complexe de Venise à la Renaissance, la courtisane n'est pas qu'une simple prostituée. Elle peut être aussi une espionne, ou plus exactement, une informatrice. Dans une ville comme Venise, où tout le monde se juge et s'épie, Veronica va-t-elle devenir une sorte de Mata Hari de la Renaissance? A-t-elle conscience de jouer un jeu potentiellement dangereux? Sans doute pas. Car Veronica Franco va finir par accepter une mission des plus stratégiques. Nous sommes en juin 1574. Le jeune Henri de Valois, futur roi de France, annonce sa venue à Venise. Il souhaite absolument découvrir cette ville qui fascine l'Europe entière. Venise fait un accueil triomphal à Henri III. C'est le grand luxe, tout le Grand Canal est pavoisé. On lui organise un bal extraordinaire au Palais des Doges. Vraiment, c'est un accueil éblouissant. Le clou de la visite, c'est une rencontre arrangée, de nuit, avec la plus célèbre, la plus belle et la plus sulfureuse des courtisanes de la ville. La rencontre entre Veronica Franco et Henri de Valois, futur roi de France, est d'une importance capitale pour la République de Venise. Pour le Doge et ses conseillers, récupérer tous les détails de ce qui a été dit sur l'oreiller revient à détenir une puissante arme politique. Comment s'est déroulée cette mystérieuse entrevue? Quelle confidence Veronica Franco a-t-elle obtenue sur l'oreiller? Nul ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que Veronica est désormais en pleine lumière, au sommet d'une carrière éblouissante. Mais cette fulgurante ascension va finir par agacer et provoquer des jalousies. Un certain Maffio Venière, le neveu de son protecteur, ne supporte plus que cette fille du peuple se pavane dans les soirées mondaines. Il écrit un pamphlet d'une violence inouïe contre celle qu'il appelle la véritable et unique putain. Dans la caricature qu'il fait de Veronica Franco, Maffio Venière la dépeint comme une femme qui obtient des faveurs. Non pas grâce à ses dons littéraires, mais grâce à un pacte avec le diable. Cette description de Veronica Franco se répand dans l'opinion publique à Venise. Dans les rues de la ville, la rumeur populaire enfle. Veronica Franco subit désormais la calomnie. Elle serait en réalité un personnage double, à la fois courtisane et suppôt de Satan. Une sorcière qui pratiquerait des rites secrets et qui mériterait le bûcher. Et c'est de l'intérieur même de son foyer que va venir l'attaque la plus violente. Vanitelli, qui est le précepteur des enfants des fils de Veronica, va l'accuser de sorcellerie. Il l'accuse d'avoir expédié son fils à l'église voisine pour voler un rameau d'olivier, un cierge de cire blanche et de l'eau bénite pour célébrer une messe noire. Ce funeste précepteur dénonce Veronica à la terrible inquisition de Venise. La courtisane est convoquée devant les 3 juges qui forment ce tribunal expéditif et autoritaire. Les griefs sont nombreux: blasphème, hérésie, sorcellerie, mais aussi comportement sexuel déviant. Face à de telles accusations, Veronica n'a aucune chance de s'en sortir. Veronica Franco se retrouve prise dans les rouages de l'Inquisition. Face à une telle machine, se défendre seule comme elle l'a fait, ça équivaut souvent à une condamnation à mort immédiate. Et pourtant, Veronica se défend la tête haute. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle parvient à échapper à la peine capitale. Un miracle. Comment a-t-elle réussi ce tour de force? Pourquoi les autorités de la Sérénissime ont-elles reculé? Elle en savait peut-être trop et connaissant son franc-parler,
à travers ses lettres. Peut-être avait-on peur qu'elle en dise un peu trop. Véronica se sort de cette situation qui semblait perdue d'avance, comme protégée par des forces venues d'ailleurs. Mais en réalité, ce procès marque un coup d'arrêt à sa carrière. À 30 ans passés, la beauté fatale ne retrouvera plus jamais les sommets du pouvoir. Elle finira sa vie dans la misère, comme nombre de prostituées vénitiennes à la Renaissance.